Bonjour à tous, bienvenue pour la deuxième partie de ce cours sur les réacteurs, qu'on va faire de manière un peu particulière, hein, puisqu'étant donné les circonstances, on ne va pas pouvoir être ensemble. Et donc j'ai enregistré ce cours. Je voulais le faire en live, mais ça n'a pas été possible. Je n'ai pas un débit suffisant chez moi. Donc dans le cours réacteur, on avait deux parties. Une partie sur les réacteurs, c'est-à-dire les enceintes dans lesquelles ont lieu des réactions chimiques, et nous abordons pour les séances suivantes une deuxième partie sur les échangeurs, qui sont des systèmes dans lesquels un soluté va être transféré d'une phase à l'autre, et on va pouvoir réaliser de cette manière un certain nombre d'opérations industrielles, de transfert et de séparation. J'espère que vous avez tous pu prendre connaissance du polycopier comme demandé préalablement. Je ne pourrai pas, malheureusement pas lister vos questions. On pourra peut-être le faire dans un deuxième temps, après le visionnage de cette partie de cours supplémentaire, dans laquelle, comme les dernières fois, je vais apporter des compléments, hein, plutôt que de passer en revue l'ensemble du cours que vous avez probablement lu. Alors, un certain nombre de définitions qui vont être spécifiques à cette partie et de notations qui vont avec. Alors, je vais essayer de montrer avec le pointeur en espérant que ça fonctionne. Je vais commencer par les grandeurs. Bon, déjà, on va considérer deux phases, hein. L'une phase qu'on va appeler la phase à raffiner, qui sera constituée d'un soluté qu'on va considérer mis dans du diluant. Donc on identifie, si vous voulez, un soluté, même s'il y en a plusieurs, par rapport à tous les autres, et c'est le soluté, et le reste, c'est le diluant. Ce soluté va passer d'une phase à l'autre, donc de la phase qu'on va appeler à raffiner, à la phase qu'on va appeler phase à extraire. Donc dans la phase à extraire, il y a du soluté, le même, I, et puis un solvant qu'on va appeler S. Donc on verra tout à l'heure, un certain nombre de cas sont possibles. Les deux phases peuvent être par exemple deux liquides, mais les deux phases peuvent être aussi un gaz et un solide, ou un liquide et un solide. Donc retenez bien l'association des noms, hein. Vous avez donc E, c'est S plus I, et R à la phase à raffiner, c'est le diluant plus le soluté. Ensuite, pour caractériser les concentrations, ou disons les compositions, on va utiliser des lettres différentes qui sont basées premièrement sur une grandeur que vous connaissez, qui est le titre molaire. Donc le titre molaire de Y, alors on va le noter Y dans la phase à raffiner et X dans la phase à extraire. Donc Y, ce sera simplement le nombre de moles de soluté sur le nombre de moles de soluté plus de diluant, donc le nombre de moles total. Voilà. Donc ça, c'est la grandeur que vous connaissez. Et puis, il se trouve qu'on va avoir besoin, parce que ce sera plus pratique de cette manière-là, de considérer une autre grandeur où le dénominateur ne varie pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le soluté dedans. Donc c'est simplement ce qu'on va appeler le rapport molaire, grand Y, nombre de moles de soluté sur le nombre de moles de diluant. Et puis vous avez les grandeurs correspondantes, donc côté phase à extraire, avec petit x donc pour le titre molaire et grand X pour le rapport molaire. Évidemment, vous avez des relations entre titre et rapport molaire qui sont écrites ici. Donc mémorisez bien ces notations et leurs significations, puisqu'on s'en resservira très souvent. Alors, les opérations de transfert de matière, on peut les distinguer un petit peu de la même façon qu'on l'avait fait pour les réacteurs, en fonction des buts poursuivis. Donc on peut par exemple chercher à récupérer un soluté, donc c'est ce qui sera souvent fait, mais pas forcément. Inversement, on peut simplement le soluté, si c'est quelque chose qui n'est pas recherché, c'est plutôt la purification du diluant dont on extrait un composé gênant qui peut être l'opération recherchée. Et puis on peut aussi chercher à fractionner plusieurs solutés entre les deux phases de manière consécutive. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc on peut avoir des systèmes gaz solide, gaz liquide, liquide solide et liquide liquide. Liquide liquide, ça veut dire que les deux liquides ne sont pas miscibles, typiquement une phase aqueuse et une phase organique.
quelques exemples concrets d'opérations industrielles qui fonctionnent de cette manière-là. On peut en gaz solide par exemple donc fixer du SO2 qui serait contenu dans des fumées sur de la chaux pour récupérer ce SO2 et éviter qu'il ne soit émis dans des fumées de combustion par exemple, c'est ce qu'on peut trouver en épuration pour diminuer l'acidité des fumées que l'on rejette à l'atmosphère. En gaz liquide, eh bien, une des grandes techniques de récupération du CO2, typiquement du CO2 par exemple issu de fumée de combustion, c'est l'absorption par les amines. Donc les amines, ce sont des solutions liquides, et donc on récupère CO2 qui a une très grande affinité pour les amines dans la phase liquide, et donc on diminue la concentration de la quantité de CO2 dans les gaz de combustion qu'on va ensuite rejeter. Autre exemple, donc liquide, extraction du phénol des goudrons par lavage au benzène. On peut chercher à récupérer un des constituants de goudron en le récupérant dans un autre composé organique, une solution de benzène. Et puis dans des domaines différents, un autre exemple, donc dans un domaine de l'agroalimentaire, le lavage à l'eau des cossettes de betterave. Eh bien, on va laver ces cossettes et puis l'eau va capturer une partie du sucre et donc on va récupérer de cette manière-là le sucre qui était contenu dedans. Voilà l'exemple du cas dont je parlais précédemment sur la récupération du CO2 des gaz de combustion. Eh bien, ça se présente de la manière suivante. Vous avez donc l'arrivée du gaz qui contient le CO2 qu'on va rejeter à la cheminée en le débarrassant du maximum de CO2. Et comment c'est fait? Eh bien, c'est fait par un lavage à la mine. Donc on fait arriver je suis désolé, le pointeur ne marche pas très bien. On fait arriver la mine en haut. Elle descend ici sur un garnissage et puis on la récupère ici. Et donc la mine, c'est un liquide qui s'est enrichi en CO2. Et on a bien besoin de récupérer ce solvant, si vous voulez. Il doit être en boucle fermée, et pour y parvenir, on a un deuxième échangeur qui va être un régénérateur de CO2. Donc dans lequel en fait on change la température, on va travailler à plus haute température, ce qui va nous permettre de libérer le CO2 qui était contenu dans les amines, et donc on va récupérer ici du CO2 presque pur. On va récupérer en bas des amines donc qui seront pauvres en CO2, alors qu'à l'entrée ici elles étaient riches en CO2, et on va les recycler ici. On a un échangeur de chaleur pour les refroidir, et voilà, et on repasse de cette manière-là. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on peut faire si on cherche à éviter d'émettre du CO2 à partir d'une centrale thermique. En réalité, ce n'est pas fait jusqu'ici parce que ça consomme une grande partie de l'énergie d'une part, et d'autre part, on ne sait pas forcément bien quoi faire du CO2 capturé. Exemple de garnissage, donc j'ai parlé de garnissage, c'est-à-dire ce sont un solide qu'on va placer à l'intérieur de la colonne. Et le but, c'est de faire de la surface spécifique, c'est-à-dire vous faites des surfaces d'échange entre le gaz et le solide, parce que chacune des deux phases est obligée de ruisseler, si vous voulez, sur ce garnissage. Donc ici, c'est ce qu'on appelle des anneaux Raschig. R-A-S-C-H-I-G. On a besoin de passer maintenant à une partie plus mécanistique, c'est-à-dire comment se déroule à l'interface entre le liquide et le gaz, pour l'exemple que j'ai donné, le transfert. Et puis donc il faut quantifier le flux transféré, si vous voulez, par unité de temps et de surface. On a deux théories relativement simples pour pouvoir rendre compte de ça et calculer ce qu'on va appeler une conductance de transfert entre phases. La première, c'est la théorie de la double couche limite diffusionnelle de Lewis et Whitman, et donc c'est celle-ci que je vais présenter rapidement. Voilà, donc vous avez une phase à raffiner. On va supposer que le soluté passe de la phase à raffiner à la phase à extraire. Vous avez une interface ici qui localement peut être considérée comme plane,
Et puis on va considérer, c'est les hypothèses de couche limite, que toutes les variations de concentration donc, ont lieu dans les deux couches limites, donc l'une du côté de la phase à raffiner, l'autre du côté de la phase à extraire, caractérisée par une certaine épaisseur chacune des deux. Donc ça c'est une image, hein, c'est l'image classique de la couche limite pour le transfert de matière, et loin de la couche limite, on considère que les concentrations, donc ici les titres molaires, sont constants. Donc on l'appelle Y ici à cet endroit-là, on l'appelle X dans la phase à extraire, et puis les deux titres vont décroître, enfin vont changer, et puis ils ont des valeurs spécifiques à l'interface qu'on va appeler XI et YI. Et vous avez les égalités suivantes, la densité de flux égale KY, Y moins YI pour ce transfert-là. À l'interface, vous avez aussi un transfert KI, YI moins MXI. Alors, une chose importante à comprendre, c'est que les titres molaires dans chacune des deux phases ne sont pas égaux pour le même soluté. Hein, donc, il y a une partition entre les deux. Et puis, vous avez la même chose de ce côté-ci. Ces trois flux doivent être égaux. Hein, on va se placer en régime stationnaire, donc la quantité qui traverse, il n'y a pas d'accumulation nulle part, et donc ces trois flux sont égaux. Là, c'est pas tout à fait la même lettre, mais ça devrait. Et puis, on va faire une hypothèse importante et classique, qui est l'hypothèse de l'équilibre thermodynamique à l'interface, c'est-à-dire qu'on suppose qu'à l'interface, le transfert a été tout près de la surface, a été jusqu'au bout, si vous voulez, et on atteint l'équilibre. C'est comme si KI était très grand, hein, et de ce fait-là, pour que le flux reste fini, il faut que YI égale MXI, voilà. Donc vous avez cette relation-là. Petit m, c'est un coefficient qu'on appelle le coefficient de partage, c'est lui qui va définir l'échelle relative de titres entre chacune des deux phases. Et si m est une constante, eh bien la relation entre x et y à l'interface se traduit de cette façon-là. Vous avez une droite de partage, donc yi égale mxi. Et si m n'est pas constant, on a ce qu'on appelle une courbe de partage. En général, si vous exprimez en titre molaire x, petit x et petit y, c'est plutôt une droite. Pourquoi? Parce que c'est une affaire d'égalité des potentiels chimiques, hein, si vous voulez, entre les deux phases, et les titres molaires sont une assez bonne approximation des potentiels chimiques. Alors si on trace un petit peu les courbes, là qu'on pourrait avoir donc sur l'évolution ici, donc c'est constant, on a une décroissance là dans la couche limite, et puis on a un petit peu l'analogue dans la face à extraire, et avec cette théorie où on suppose qu'en réalité donc, on a juste un transport par diffusion, ça c'est le modèle des couches diffusionnelles de Leavitt et Whitman, eh bien on est capable de calculer, vous pouvez le refaire à titre d'exercice, la conductance dans chacune des deux phases, donc ce qu'on va appeler les conductances partielles, c'est-à-dire partielles parce qu'elles sont liées à la différence entre le titre molaire et le titre molaire à l'interface. C'est ça que ça veut dire partiel. On verra un autre type de conductance juste après. Et vous avez donc le coefficient de diffusion dans la phase à raffiner, la concentration totale dans la phase à raffiner, l'épaisseur de la couche limite du côté de la phase à raffiner, et 1 moins YML, c'est la moyenne logarithmique de 1 moins Y entre la valeur 1 moins Y et la valeur 1 moins YI. On peut retrouver ces expressions relativement facilement à partir de bilans. On définit également d'autres conductances. Pour quelles raisons? Parce que les valeurs de XI et YI ne sont pas forcément accessibles, hein, elles ne sont pas forcément connues. Ce qu'on connaît bien en revanche, c'est petit y et grand Y. Donc on va plutôt chercher à exprimer le transfert, donc la densité de flux, en fonction uniquement de X et de Y. Et on va définir deux nouvelles variables qu'on va appeler y étoile et x étoile. Y étoile, sa signification, c'est le titre molaire dans la phase à raffiner qui serait en équilibre avec la valeur x de la phase à extraire. Hein, donc c'est pas le vrai titre nulle part, c'est juste un titre théorique, si vous voulez, qui est égal à mx. Voilà.
Et de façon analogue, de l'autre côté, on va définir x étoile, eh bien c'est le titre molaire théorique qui serait de la phase à extraire, qui serait en équilibre avec un titre molaire Y de la phase à raffiner. Voilà. Et de ce fait, ensuite, quand on exprime la densité de flux, c'est la même que tout à l'heure, on va l'exprimer avec deux conductances, soit qu'on est d'un côté, soit qu'on est de l'autre, qu'on va appeler conductance globale. Il y a des relations entre les conductances partielles et globales, c'est écrit dans le polycopier. Voilà l'ensemble des relations avec les notations petit k, grand K, petit x, petit y. Voilà. On peut faire le même calcul sur des bases différentes que de supposer des couches limites diffusionnelles tranquilles et immobiles, où il n'y a que de la diffusion. C'est notamment ce qu'on appelle la théorie de la pénétration de Higby. Le principe est un petit peu différent, enfin le concept est différent. On considère là une sorte de particule fluide, si vous voulez, qui est ici dans la phase à extraire, qui va se mouvoir dans le fluide et qui à un moment va rester au contact de l'autre phase pendant un certain temps qu'on va appeler TC. Et de façon dynamique, il va y avoir transfert d'une phase à l'autre pendant ce temps de contact uniquement, et quand la particule fluide s'éloigne, le transfert est terminé. Donc si on calcule les choses avec cette hypothèse-là, eh bien on va pouvoir calculer des densités de flux de la même façon que tout à l'heure et définir des conductances, mais on obtiendra des valeurs des conductances qui sont exprimées ici avec des relations différentes. En particulier, notez que tout à l'heure c'était proportionnel au coefficient de diffusion dans chacune des phases, ici c'est proportionnel à la racine carrée du coefficient de diffusion. En réalité, suivant les situations, l'un ou l'autre des modèles est mieux adapté, et en règle générale, on dira que c'est un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'en général, les conductances sont proportionnelles au coefficient de diffusion, avec quelque chose entre 0,5 et 1, mais peut-être plus près de 0,5. Voilà. Une fois qu'on a connaissance de la manière dont on peut exprimer ce transfert à l'échelle locale, c'est-à-dire là où ce transfert a réellement lieu, eh bien on va pouvoir traiter des échangeurs, c'est-à-dire l'équivalent des réacteurs, mais dans lesquels on fait un transfert entre phases. Et puis, comme on l'avait fait pour les réacteurs, on va définir des échangeurs idéaux. Donc il y aura l'échangeur simple fermé, l'échangeur ouvert à contre-courant constitué d'une association en série d'échangeurs simples, l'échangeur ouvert à contre-courant où les deux phases sont en écoulement piston, et puis éventuellement des échangeurs avec des écoulements différents de l'écoulement piston. Pour la séance d'aujourd'hui, donc on va voir les deux premiers points, les hypothèses simplificatrices et le cas de l'échangeur fermé. Des hypothèses qu'on retrouvera la plupart du temps sont que le diluant et le solvant sont supposés immiscibles, c'est-à-dire qu'on ne fait pas passer une partie du diluant dans le solvant, ni l'inverse. Le transfert est isotherme, donc on s'intéressera aux opérations non isothermes à la toute dernière séance, et donc le flux de soluté transféré est proportionnel, c'est la notion de conductance, à une force motrice, c'est le delta x, le delta xi moins x étoile, ou à x moins xi ou x moins x étoile, égal à l'écart à l'équilibre de partage. Donc c'est la force motrice que je n'avais pas appelée comme ça, mais qui intervenait précédemment. Et puis on considérera que les deux cas extrêmes du parfaitement agité et du piston pour ce qui est de l'écoulement dans chacune des deux phases. Alors échangeur simple fermé, comment ça se présente? Eh bien on a donc dans une enceinte, on va placer on va avoir les deux phases, la phase à raffiner, la phase à extraire. Il faut imaginer plus par la pensée qu'en réalité, donc que quelque chose, une séparation théorique, si vous voulez, sépare les deux. Et ça peut être une membrane, mais ça peut être simplement
la paroi d'un solide poreux, on verra un exemple en TD, et puis chacune des phases, elle, est en égoulement parfaitement agité. Voilà. Et donc, ce qu'on veut faire, donc, c'est qu'on veut faire passer le soluté de la phase à raffiner dans la phase à extraire, et on veut calculer à quelle vitesse se fait ce transfert. Et pour un échangeur qui est fermé, il ne va pas y avoir d'entrée ni de sortie, donc il va y avoir une évolution au cours du temps, et donc on veut déterminer le temps de transfert, le temps d'opération. Alors deux choses importantes là sur ce diagramme à bien comprendre. On va chercher à représenter et à se faire une idée de ce transfert avec une représentation graphique où on va porter en abscisse grand X, donc le rapport molaire de soluté dans la phase à extraire, en fonction de Y, le rapport molaire du soluté dans la phase à raffiner. On part d'un point de départ où vous aviez la composition connue grand X0 et grand Y0. Et le transfert commence, c'est-à-dire que donc si on fait passer de la phase à extraire à la phase à raffiner, Y va diminuer tandis que X va augmenter. Donc on va se déplacer comme ça. Et on va se déplacer, on va voir juste après, suivant une droite, et on va aller jusqu'à ce point-là, si on attend assez longtemps. Ce point-là, c'est la limite de ce qu'on peut faire au maximum, et c'est ce qu'on va appeler la courbe de partage. Donc j'avais présenté cette courbe tout à l'heure. Donc cette courbe de partage qui est en une sorte de rouge là sur ce dessin traduit l'équilibre thermodynamique. C'est la relation que tout à l'heure j'avais notée non pas en rapport molaire grand X, grand Y, mais en titre molaire petit x, petit y, YI égale MXI. Voilà, c'est la traduction de cette relation dans le cas où les coordonnées sont des grands X et des grands Y. Donc XI, YI, vous les retrouvez ici. À l'équilibre, vous avez ce point-là. Alors, et ça veut dire qu'on réalise ce transfert et le maximum de ce qu'on pourra faire, c'est d'atteindre ce point d'équilibre. Et si on fait un bilan global de soluté entre l'instant initial et puis un instant quelconque, que va-t-on pouvoir dire? Eh bien, on va pouvoir dire que la quantité de soluté qui est partie de la phase à raffiner, a rejoint la phase à extraire. Ou autrement dit, que la quantité de soluté globalement est constante si on fait la somme sur les deux phases. Autrement dit, ça c'est la quantité de soluté initiale dans la phase à raffiner, donc avec le diluant. Ça, c'est la quantité initiale de soluté dans la phase à extraire. Et puis, on dit que cette quantité totale, elle est constante, mais que la répartition est un peu différente entre le grand X et le grand Y. Donc, si on traduit ce bilan global, si on écrit ce bilan global d'une manière un petit peu différente, celle-ci, y moins y0 sur x moins x0 égale moins ns sur nd. Ns, c'est le flux de solvant, et nd, c'est le flux de diluant. Ce qui veut dire que donc, dans le diagramme que j'ai présenté ici, eh bien, il y a bien une droite qui lie grand X, grand Y à n'importe quel instant à partir du point x0, y0, et cette droite, elle a pour pente moins ns sur nd. C'est celle qui est représentée ici, la droite moins ns sur nd, qu'on va appeler droite opératoire. C'est l'opération du transfert que vous réalisez en partant de A, et puis petit à petit, y diminue et x augmente en suivant une droite. Donc ça, c'est à un instant quelconque, et ça, c'est à un instant très long. Voilà la manière dont on procède. Et une deuxième chose qui n'est pas dite par le bilan global précédent, c'est au bout de combien de temps on a tel ou tel résultat. Pour le savoir, il faut revenir à un bilan différentiel de soluté où on va écrire pendant un temps dt, eh bien, la quantité qui a rejoint le solvant est égale à la quantité qui a quitté le diluant, la quantité de soluté. Et donc si petit phi, c'est la densité de flux dont je parlais tout à l'heure, fois la surface fois dt. Et vous aurez ce petit phi qui vaut kd grand y moins y étoile, si on parle en conductance globale, est égal, voilà. Donc vous réécrivez ça un petit peu différemment en séparant les variables. dt égale quelque chose en dy et égale quelque chose en dx. Si vous connaissez
la courbe de partage, vous connaissez la relation entre x et y étoile, et donc vous êtes capable de calculer en réalité, ou d'estimer grand y étoile et x étoile. Et si on intègre donc entre l'instant 0 et un instant t, eh bien ça reste constant, donc vous vous retrouvez avec ces expressions donc on va appeler, ça c'est proportionnel à un temps, on va appeler ça durée d'unité de transfert, et l'intégrale on va l'appeler nombre d'unités de transfert, en abrégé donc DUT et NUT. Voilà. Et vous avez une durée d'unité de transfert côté phase à raffiner et une autre côté phase à extraire, qui ne sont pas égales, hein. De même que les deux NUT, le NUT côté phase à extraire n'est pas le même que le NUT côté phase à raffiner. Par contre, le produit des deux à chaque fois va être le même, puisque c'est le temps. Voilà, et c'est cette équation qu'on pourra utiliser lorsque l'on cherche à calculer la durée d'une opération de transfert. Je vais m'arrêter ici donc pour cette séance d'aujourd'hui. Quelques instructions pour la suite. Donc je vous encourage, là on va faire une petite pause, et puis je vous encourage à réfléchir aux questions qui peuvent éventuellement vous rester sur cette partie cours. Ensuite on va s'intéresser à la partie TD que l'on va faire d'une manière que j'explique dans une petite présentation juste après. Au revoir.